les yeux et les oreilles de la photographie contemporaine. Les ongles toujours noirs, les mains toujours abîmées, la peau toujours sèche, le visage toujours tanné, les cheveux toujours hirsutes, les vêtements toujours sales, le bleu de travail toujours troué, les sabots toujours couverts de merde, les yeux bleus toujours vifs, c'est ce regard qui m'a sauvé. Je m'appelle Damien Rouxel, je suis artiste plasticien performeur, je suis fils d'agriculteur et d'agricultrice, et c'est un des points très importants dans ma pratique puisque l'essentiel de ma pratique se passe dans la ferme familiale où je mets en scène mes parents et ma petite sœur et où on retraverse l'histoire de l'art mais aussi plein d'autres codes que l'on vient détourner avec un peu d'amusement. Pour ce qui est des études en école d'art et l'envie d'être artiste, enfin déjà juste les études en école d'art, ça a commencé déjà comme ça. En fait, ça s'est fait assez simplement, même si c'était source de questionnement et aussi d'inquiétude de leur part, mais en fait aussi de la mienne. Et je pense que pour mes parents, c'était pas non plus une grande surprise, parce que déjà très tôt, très jeune, voilà, j'avais beaucoup d'imagination, plutôt créatif, et assez rapidement, en fait, ils m'ont payé des cours d'art plastique. Donc voilà, c'était un peu une suite logique. J'ai fait un bac option art plastique, donc je suis allé dans un lycée spécifiquement pour ça. Donc voilà, c'était une étape de plus. C'est une voie autre et différente. Donc forcément, c'est ce que j'appelle le pas de côté. Moi j'en ai fait plusieurs et donc il y avait aussi ce pas de côté. Et surtout que voilà, le milieu artistique, on peut le penser très loin du monde rural et de l'agricole et de l'agriculture. Mais en fait, il y a plein de ponts qui existent, qu'on peut voir dans mon travail, mais aussi dans d'autres travaux artistiques qui ne sont pas les miens. Mais voilà, il y a plein de liens qui se font. Moi, pour mon cas, en tout cas chez mes parents, euh, l'art contemporain, bah, il n'y en a pas du tout. Il n'y a pas de relation à l'art contemporain en tant que tel. Moi, j'ai découvert l'art contemporain assez tard, mais en fait pendant ma formation au bac en histoire de l'art. Et ma première exposition art contemporain, je l'ai vue quand j'étais en terminale, donc j'avais 16-17 ans. Donc c'était vraiment voilà, la première rencontre avec l'art dit contemporain. Euh, donc ça reste compliqué parce que déjà quand on est dans le milieu et qu'on a des codes, c'est pas toujours simple de s'y retrouver. Alors pour des personnes qui n'ont pas les codes et surtout qui considèrent qu'elles n'ont pas les codes et que potentiellement c'est pas leur place et qu'en fait elles n'ont aussi pas le droit d'être là, mais aussi que potentiellement c'est juste que ça leur parle pas, tout simplement, parce que ça leur est pas destiné. Et c'est aussi un des problèmes, enfin en tout cas un des questionnements de l'art contemporain, c'est à qui on parle et à qui on veut parler. Donc voilà, il y a ce rapport à l'art contemporain qui est que bah, je comprends pas, je sais pas ce que c'est, ou c'est n'importe quoi. Mais ça vaut pour l'art contemporain comme plein de choses. Dans mon travail, il y a aussi ce... Alors ça, c'est pas un choix parce que c'est logique, selon moi, que ça se fasse comme ça. C'est que je viens pas de l'art contemporain. Je ne viens pas du white cube. Je n'ai pas ces codes-là. Je les ai appris au cours de ma formation. Mais moi, tout ce qui m'a construit, c'est le langage populaire. Et donc, pendant mes études et encore maintenant, c'est toujours ce croisement, cette mise en relation d'un vocabulaire dit populaire avec un autre vocabulaire. Et justement, voilà, de faire ces croisements. Et moi, ma volonté en tant qu'artiste, c'est d'avoir une pratique
qui questionne, qui peut troubler, mais qui, selon moi, est abordable par tout à chacun, qu'importe son milieu, son âge, etc. Pour moi, c'est vraiment la volonté de qui est c'est toucher à la sensibilité, qui est une sensation, qui est quelque chose qui se passe. Après, il y a toute la théorie, toutes les strates de qu'est-ce que ça veut dire, etc. Les codes, mais d'abord, pour moi, il faut qu'il se passe quelque chose. Chaque personne peut repartir avec une bribe de quelque chose, sans forcément avoir tout, parce qu'en fait, c'est pas ça qui est intéressant. C'est en quoi ça parle à l'autre. Parce que, ok, je fais des œuvres qui parlent de moi, mais pas que. Et si c'était que pour parler de moi et que ça reste pour moi, c'est pas intéressant. Donc le but, c'est voilà, de questionner l'autre et parfois aussi replonger dans des souvenirs ou quand c'est voilà, au travail avec mes parents ou ma sœur qui est exposé, c'est potentiellement les gens aussi qui se projettent avec leur propre entourage ou leurs propres souvenirs du monde rural ou voilà, les décors ou les objets, voilà, des souvenirs. Le fait d'utiliser ces objets-là et ce vocabulaire populaire dans des lieux d'exposition, des institutions, c'est aussi déjà voilà, ramener du populaire dans ces codes de White Cube, etc. Mais aussi ouvrir à un public qui n'est pas forcément le public visé. Et donc, c'est montrer aux gens en fait, qu'ils ont leur place dans ces espaces et que voilà, c'est fait pour tout le monde. Il faut imaginer donc 4 personnes, 2 hommes et 2 femmes, vêtus de cottes de travail et de bottes, qui posent. La photo est de plein pied et ils posent devant un tas de paille recouvert d'une bâche noire. Et donc une des femmes est donc une jeune femme qui est accoudée à une botte de paille. Derrière elle, on peut voir un homme un peu plus mûr qui est en fait son père. À côté de lui, il y a son fils qui pose sa main sur l'épaule de sa mère qui est devant. Donc voilà, c'est un portrait de famille qui se passe dans une ferme où les corps posent comme dans les vieilles photos de famille où les corps sont droits et plutôt rigides, fiers devant la maison. Et donc là, c'est devant ce drapé de bâche. Seule exception, c'est ma petite sœur qui, elle, est accoudée de manière un peu désabusée et donc qui sort un peu de ce carcan. Et en fait, le petit détail qui fait que c'est pas une simple photo de famille ou un portrait d'agriculteur ou agricultrice, c'est que nous portons tous et toutes une couronne de princesse sur la tête, des couronnes certes en toque, mais qui tout de suite nous donnent du sang royal, et donc ce n'est plus un portrait de famille, mais un portrait royal. Mon premier souvenir lié à la photographie, je pense que c'est comme beaucoup de monde, c'est un souvenir lié à la photo familiale, qui est la photo qu'on prend à Noël, aux anniversaires, à la rentrée, etc. Et potentiellement, donc c'est des images qui existent très tôt, dont on n'a pas conscience, mais qu'on redécouvre après dans les albums. Et donc je pense que ça, c'est vraiment le premier souvenir que j'ai de la photographie. Et aussi d'images de familles importantes qui sont en fait celles qui trônent
sur le buffet chez les grands-parents, ou qui sont accrochées, comme par exemple la photo de mariage chez mes parents. Voilà, c'est des images que en fait, j'ai toujours connues et qui font partie de mon histoire. Pour les 25e rencontres photographiques, j'ai créé un projet, enfin une exposition qui s'appelle Qu'est-ce qu'on va dire de nous? Alors, cette idée est venue déjà par le titre de l'édition, Quand les nuages se taisent, où pour moi, directement, voilà, il y a eu cette évocation de soit quelque chose s'est passé, ou va se passer, mais voilà, il y a ce temps un peu suspendu et d'entre-deux. Et l'entre-deux, je pense que c'est quelque chose d'un peu caractéristique dans mon travail. Et voilà, donc qu'est-ce qu'on va dire de nous, vraiment, c'est cette histoire de regard, de qu'en dira-t-on, et donc de positionnement aussi face à quelqu'un ou face à un groupe. Et donc voilà, toute l'exposition se construit autour de du questionnement du regard. Et surtout, en fait, ce que je voulais, même si c'est des rencontres photographiques, moi je me considère pas forcément comme étant un photographe, mais vraiment comme un plasticien. Et donc, toute l'exposition, c'est vraiment une installation en tant que telle. Il y a aussi bien de la photographie que des objets, que de l'écrit, que des accessoires, que de l'installation. Enfin, vraiment, il y a plein de choses à voir. Et dans mon travail, il y a aussi cet entre-deux de l'image et le texte. Et donc, dans toute l'exposition, il y a beaucoup de mots qui sont présents, que ce soit des phrases ou des écrits que j'ai pu faire, ou des lettres que j'ai pu recevoir, qu'un journal que j'ai demandé à ma mère d'écrire tous les jours jusqu'à l'exposition, que des insultes que j'ai pu recevoir, que j'ai pu dire ou que j'ai pu entendre. Et donc voilà, qu'est-ce qu'on va dire de nous, c'est aussi une phrase que j'ai entendue à l'annonce de mon homosexualité, mais c'est aussi une phrase que j'ai pu entendre dans plein de contextes, qui parlait de nous, mais comme d'autres personnes. C'est aussi, alors à la ville, on a peut-être moins cette sensation-là, mais pour toutes les personnes qui ont pu vivre à la campagne ou dans un petit village, tout le monde se connaît. Et donc il y a tout le temps l'impression d'avoir le regard ou d'être observé, surveillé, et vraiment ce questionnement de la réputation. Mais la réputation, ça va aussi bien dans la famille qu'au village, qu'au collège, qu'au travail, puisqu'on fait l'objet du regard de l'autre, mais nous aussi on pose notre regard, et donc il n'y a pas du tout cette volonté moralisante ou de bien regarder l'autre, mais c'est aussi, voilà, par exemple la première photographie qui nous accueille dans l'exposition, c'est un portrait de moi avec mes parents qui s'appelle Sous vos yeux. Il y a aussi bien l'idée par le titre, d'être comme si c'était le spectacle, en tout cas ça ouvrait le spectacle, d'être observé, sauf qu'on tient aussi des objets qui sont des masques maquillés, qui sont recouverts d'yeux, parce qu'en fait nous aussi on pose forcément le regard sur les gens, sur les autres. Il y a vraiment toujours cette ambivalence et cette histoire de positionnement. Tout le monde peut être victime de l'autre. Et c'est aussi pour ça, par exemple, que mon mur de la honte, au début, j'étais parti pour faire un mur de la honte avec que des insultes homophobes. Et ben, en fait, c'est avec toutes les insultes possibles, parce qu'en fait, on a forcément... Clairement, on peut correspondre à plein des insultes exposées. Et c'est parce que tout le monde, qu'importe... en fait, c'est aussi ça, c'est qu'il n'y a pas besoin de raison. Il n'y a pas de raison valable. C'est juste parce qu'une personne ou un groupe a décidé, vous êtes ceci, vous êtes cela.
c'est de la violence envers une personne, qu'on soit une fille, un garçon, queer, racisé, mince, gros, tout le monde y passe. Donc c'est ça qui est à questionner parce que clairement on veut être normal et avoir notre vie normale, mais en fait très vite euh, ça bascule et on se rend bien compte que la normalité n'existe pas en tant que telle. Enfin, ou alors il faut créer sa propre normalité, mais la normalité dans une société est plutôt illusoire. Avec qu'est-ce qu'on va dire de nous? On va dire qu'il y a deux pôles. Il y a le monde rural, il y a des questionnements identitaires, queer si on veut. Comment ça coexiste? Mais toute l'exposition, enfin en tout cas les espaces, je les ai construits dans cette idée de latence et de frontières. On est dans des espaces intimes. Euh, on est dans une chambre. Cette chambre qui est normalement devrait être l'espace le plus safe possible. Les images montrées sont les plus violentes entre guillemets, ou en tout cas sont des codes, des iconographies qui questionnent l'autre, mais l'autre qui est pointé du doigt dans l'histoire de l'art ou autre. Donc ça devient des images violentes qui sont exposées dans cette chambre comme des posters. Il y a cette armoire qui est en fait l'image du placard avec des objets, des images qui seraient en fait peut-être le seul espace d'existence libre, en tout cas pour l'individu qui vivrait dans cette chambre. Et pour ce qui est de la salle à manger salon, il y a ce repas qui fait que ça a basculé. Sauf que les personnes qui étaient sur le repas ne sont pas là. Mais il y a des images avec potentiellement les personnes. Il y a cette famille qui est représentée. Et là, toutes les images exposées sont des images, pour certaines, qui font partie d'une nouvelle série qui s'appelle Fierté. Et il y a aussi 2 murs remplis de canevas. Donc ça, c'est une installation que j'ai réalisée pour l'exposition, où en fait, j'ai collecté des canevas avec pour motif les glaneuses de millet. Donc j'en ai de toutes sortes, de toutes tailles, encadrées, pas encadrées, etc. Et donc déjà cette image-là n'est pas anodine en tant que telle, c'est que les glaneuses, c'est une image qu'on peut voir dans plein d'intérieurs, mais surtout dans le monde rural. Ça peut être aussi bien en canevas que en tableau, que sur une boîte de gâteau, sur une tasse, enfin voilà. Cette œuvre qui est reproduite est devenue l'image archétypale de la paysannerie, de ce qu'est l'agriculture entre guillemets, et donc de ce qu'est le paysan et de sa relation au travail, besogneuse et limite sacrée. Sauf que là, sur tous les canevas, je suis réintervenu dessus. J'ai utilisé de la ficelle bleue, normalement utilisée pour les bottes de paille, et en fait j'ai cloué cette ficelle pour en fait écrire des mots. Et tous les mots écrits sont en fait des qualificatifs du monde paysan, justement, qui vont aussi bien de paysans, agriculteurs, éleveurs, que pecno, pignouf, jacouille, que bouseux, que aussi des éléments beaucoup plus contemporains dans nos considérations du monde paysan, qui sont pollueurs, marchands de mort, etc. Et donc là aussi, il y a potentiellement cet élément de décor qui est imprégné de choses dites ou entendues, le regard qu'on pose sur l'autre. Toute l'exposition est construite un peu sur le fil. Tout est ambivalent, tout peut avoir de multiples lectures. Il n'y a pas en soi vraiment d'objectif, c'est de questionner que les gens aussi prennent possession de ces espaces. Il y a
plein de choses à voir. Ok, il y a des choses très visibles, les images accrochées, des objets. Mais il y a aussi beaucoup de choses qui sont de l'ordre vraiment du détail. Ça va être une phrase dans le journal intime, ça va être une phrase entendue qui va être glissée quelque part, ça va être l'album photo qu'il faut ouvrir, ça va être des mots à écouter, des images à aller chercher. Pour moi, ces expositions, on ne peut pas tout voir. Euh, Chacun et chacune verra ce qu'il veut. Mais il y a aussi, pour voir, il faut s'immerger clairement, il faut s'immerger dans les espaces, dans cette famille, enfin voilà, il faut plonger dans cet environnement et aller coudre ou découdre, en tout cas les récits qui se créent. Ce qu'est-ce qu'on va dire de nous, pour moi, c'est une exposition de récits et de mots. Pour ce qui est de mon processus créatif, donc comme je le disais, je suis plasticien, donc il y a déjà plusieurs médiums. Il y a de l'image, de la photographie, de la vidéo, et il y a de l'écriture, il y a de l'installation, il y a de la sculpture. Et pour moi, tous ces médiums, en tout cas me concernant, relèvent de la performance. Donc pour ce qui est des images, tout mon travail en fait sur l'image se passe avant l'image. À partir du moment où l'image est prise et existe, j'ai, à part faire un tirage ou une projection ou autre, j'ai plus rien à faire dessus. Donc voilà, tout se passe en amont, ce qui est forcément l'idée, mais aussi ça peut être la création d'objets, d'accessoires. Ça va être aussi penser qui va poser, l'image de référence ou pas, on pose où. Enfin voilà, il y a vraiment Vraiment, c'est de la mise en scène et de la scénographie, de savoir quel décor, pourquoi, qui joue quoi et, euh, et avec quoi. Et donc tout le travail se fait en amont. Et, euh, et de manière plus générale, je mets en relation, je fais des croisements entre des références théoriques, plastiques, que de l'écrit, que de la vidéo, que des clips musicaux. Enfin voilà, c'est un croisement de plein de choses qui après donnent mes objets ou mes images. Assez rapidement, l'autoportrait, ou en fait dès le début, l'autoportrait est arrivé dans ma pratique. Ça a commencé déjà pour mes projets au bac, en tant que lycéen. Et très vite, voilà, il y a eu l'autoportrait qui s'est imposé parce que il y avait un goût de la mise en scène, euh, parce qu'il y avait aussi des questionnements. Et donc, bah, c'est plus simple de poser pour soi. Et, euh, et avant ça, non, j'étais pas forcément déconstruit ou autre, ou questionner mon identité, ou déconstruire mon identité ou autre. En réalité, c'est par le biais de mes autoportraits qui ont commencé voilà, assez tôt et qui perdurent encore actuellement, où il y a eu cette déconstruction qui a pu se faire, ou en tout cas ce questionnement, ce multifacette. Donc c'est pour ça que je dis que mes autoportraits sont pas fiables pour dire qui je suis, parce qu'en fait, on pourrait dire que je ne suis que mise en scène, mais en même temps pas. Et où est le vrai du faux? C'est juste des aspects. euh, Très souvent aussi, je grossis les traits. Et c'est ça que je trouve intéressant dans l'image. Et c'est aussi tout l'intérêt, selon moi, de l'autoportrait, en tout cas de moi, de ma manière de le voir. C'est aussi comment
comment je me fantasme, comme quand je me fantasmais gamin en tant que star, que guerrier. Pour moi, tout ça, ça relève du jeu et de s'imaginer autre. Et donc, mes autoportraits, ça a été beaucoup ça aussi. De, en adoptant d'autres peaux que les miennes, et ben, c'est voilà, comment apprécier un peu plus ma propre peau. Dans mon travail, très souvent, on peut voir des masques qui sont en réalité des moulages de mon visage, qui sont maquillés et parfois agrémentés d'autres accessoires ou d'autres éléments. Donc le masque, déjà pour moi, c'est vraiment c'est le carnaval, c'est le déguisement, mais c'est aussi les apparats. C'est aussi pour ça qu'ils sont maquillés. C'est euh, les parures et les visages que l'on se crée. Et au lieu de me maquiller le visage directement, voilà, ça devient des objets. Donc c'est aussi mon visage comme objet. Et c'est aussi qu'avec le masque, euh, pendant mes études, j'avais fait quelques recherches autour du masque. Il y avait quelque chose qui m'avait vraiment marqué, c'était que en masquant, on révélait. Et, euh, et je trouve cet aspect-là assez intéressant. Et c'est que en utilisant un moulage de mon visage, que je ne vais pas forcément porter moi, mais que je vais le faire porter à mes parents ou à ma sœur, c'est que d'un coup, il y a aussi l'idée du double, mais en même temps un double étrange. Et donc voilà, il y a encore cette histoire un peu en frontière. C'est aussi des masques que je peux transformer en monstres, qui vont être cornus, qui vont pour évoquer le bovin, mais aussi le démon, le diable. Vraiment, ce questionnement du jeu et du déguisement et de pouvoir créer des apparitions et aussi faire des transformations que je peux pas faire réellement, quoi. Très souvent, dans mes mises en scène, on retraverse des codes ou des iconographies, ou alors on cite directement une œuvre. Alors ça s'est fait, en fait ça a commencé après mes études aux Beaux-Arts, j'ai entrepris un cursus en histoire de l'art, et donc j'avais déjà commencé ces photos de famille. Et en histoire de l'art, forcément, on étudiait beaucoup d'iconographie, et je passais mon temps à voir des images, ce qui m'allait très bien. On travaillait autour d'iconographie biblique. Et là, j'ai eu un flash qui était en fait de me dire que l'histoire du Christ, c'est une histoire de famille. Et donc, très vite, je me suis dit, il faut que je fasse un croisement où, ok, il y a le récit familial que je mets en scène, mais on peut aussi rajouter une strate d'un autre récit, qui est un récit de la société universelle. Et donc voilà, ça a commencé comme ça. Et, et maintenant aussi, je me rends compte que en traversant ces codes et ces iconographies, en me mettant en scène et en mettant en scène mes parents en tenue de travail à la ferme, c'est aussi, je dirais, travestir ces codes, puisque normalement, c'est des codes utilisés pour et par les puissants. C'était des commandes qui étaient réalisées par les riches. Donc, on montrait potentiellement les riches, les commanditaires qu'on mettait à côté de la Vierge Marie, du Christ, etc. Et donc là, mettre des vrais paysans en scène, forcément, ça vient faire vriller aussi ces codes-là. Des fois, il y a aussi des images où c'est vraiment l'inversion de code, où par exemple, il peut y avoir une inversion entre Marie-Madeleine et le Christ. C'est plus Marie-Madeleine qui va nettoyer les pieds du Christ, mais le Christ qui nettoie les pieds de Marie-Madeleine. Ça peut être aussi des accessoires qui viennent faire vriller l'image, ou en tout cas lui apporter une autre signification,
comme par exemple une image qui s'appelle Sur l'herbe, qui est en fait une citation au déjeuner sur l'herbe, et où j'incarne cette femme nue entourée de ces deux bourgeois. Les deux bourgeois sont en fait mes parents en bleu de travail, et moi je ne suis pas nue, mais j'ai aussi un bleu de travail qui est couvert de triangles roses. Et donc voilà, c'est une autre strate de lecture, c'est emmener ce code-là ailleurs. C'est aussi m'inscrire voilà, dans une histoire de l'image. Le but n'est pas forcément que les gens perçoivent le code. Ils peuvent le percevoir. Ils peuvent s'arrêter à ça, de dire ok, c'était l'œuvre, c'était la référence. Ils peuvent aussi aller chercher ailleurs. Et si on n'a pas vu que c'est une référence à telle œuvre, eh ben c'est pas grave. Il y a autre chose à comprendre. De toute façon, l'image, pour moi, est artificielle. C'est de la mise en scène. Mais déjà, en fait, pour moi, mes images, elles n'existent pas toutes seules. Toutes mes images ont un titre qui permet soit de donner une piste de réflexion, ou en tout cas d'ouvrir d'autres portes. Et en fait, ce que j'aime bien aussi, en mettant en relation mes images, c'est que déjà, les images entre elles, elles peuvent se contredire, mais c'est qu'en les mettant avec des objets, c'est ajouter soit la contradiction, ou dans le sens, ou ouvrir d'autres questionnements. Parce que pour moi, puisque l'image est artificielle, l'image doit être questionnée. L'image n'est pas vraie, donc chaque chose existe indépendamment, tout comme elles existent dans le tout. Et pour moi, c'est ce qui fait le lien, enfin on va dire que c'est ma personne, parce qu'en fait je suis l'éponge qui est traversée par... je suis le filtre, quoi. Et après, voilà, encore une fois, c'est le metteur en scène qui remet, qui met en scène, qui remet en scène, qui remet en décor. Et c'est pas anodin aussi que j'ai transformé les espaces en chambre, en salle à manger, salon. C'est voilà, je recrée des décors totalement artificiels pour donner à voir ces images. Dans un espace vide, une photo, on pourrait se dire ok, bon bah c'est ça. Sauf que avec tout ce qu'il y a autour, on rentre vraiment dans un univers. On voit cette ferme. Je peux pas vous emmener dans cette ferme, mais je fais en sorte en tout cas que vous puissiez mettre un pied dedans. Très souvent, j'utilise beaucoup d'objets dans ma pratique, que ce soit pour mes images ou mes installations. Et alors, soit ça peut être des objets que je crée, qui deviennent des accessoires, ou alors c'est des objets que je détourne. Mon travail, ça fait plusieurs années qu'on peut voir des assiettes, par exemple. Des assiettes, soit des assiettes qui normalement sont utilisées comme décor, donc qui vont être accrochées au mur. Mais par exemple, qu'est-ce qu'on va dire de nous, il y a une installation qui s'appelle le mur de la honte, qui est en fait l'accumulation de 215 assiettes, qui sont en fait des assiettes qui servent normalement pour le repas, qui sont accrochées au mur, et en fait, au cœur de ces assiettes, chacune a une petite insulte dorée. Et en fait, ces insultes, c'est potentiellement des insultes qui ont pu être énoncées ou dites lors de repas, puisque pour moi, toute l'exposition et surtout la seconde salle vraiment se joue autour de cette table de repas où il y a eu l'annonce de quelque chose qui fait que tout a basculé.
Alors, mettre en scène ma famille se relève être un moment assez simple, en fait. Ça a commencé maintenant depuis plusieurs années. J'étais étudiant en beaux-arts et, euh, et donc la première photo que j'ai faite, c'est une photo de ma mère. Donc c'était en 2013 et, euh, et en fait ça s'est fait hyper naturellement. Je lui ai demandé si elle voulait bien poser pour moi. Maintenant, avec le recul, je me dis que c'est assez fou, puisqu'en fait, ce premier portrait, donc c'est ma mère qui pose, donc dans la salle de bain, en sous-vêtements, avec de la mousse à raser sur le visage. Et donc la photographie s'appelle Mère Butch. Donc voilà, c'est le premier portrait, et donc ça a été le début, le lancement en tout cas de tous les autres. Clairement, à l'époque, je pensais pas être encore en 2023 à poursuivre ce travail-là. Mais voilà, ça se fait hyper naturellement. Il n'y a pas de. Très souvent, on me pose la question de savoir comment ça se passe, s'il y a eu ou s'il y a des négociations, s'il y a des choses qui ne font pas ou autre. En fait, ça se fait dans une. Clairement, il y a de la confiance et c'est clairement on est entre nous et c'est devenu en fait des moments aussi où on se retrouve, euh, où je leur impose dans leur travail une pause. Et moi, c'est le moment où je commence à travailler. Et, euh, et en fait, pour moi, c'est comme des repas de famille. Et il y a vraiment c'est des courts instants et on a traversé ça ensemble. On n'en a pas forcément parlé avant, ou en tout cas tenté d'expliquer. Ou moi, j'ai pas expliqué ce qu'on va faire, pourquoi on le fait, etc. Après, il n'y a pas plus forcément d'explication que ça. C'est vraiment très factuel de on fait ceci, on fait cela. Et après, eux s'adaptent là-dedans. Sauf que maintenant avec le recul, puisque ça a commencé quand même en 2013, il y a plein de choses qui ont évolué, que ce soit dans nos relations, que ce soit moi dans mon regard sur eux, sur le monde rural, que ce soit eux, leur regard sur moi, sur l'art contemporain, sur ma volonté d'être artiste. Et en fait, clairement, et c'est ce qu'on voit aussi dans Qu'est-ce qu'on va dire de nous, c'est un album photo de famille qui se crée, ou en tout cas continue de se faire. Et donc voilà, ça se fait vraiment naturellement et sans. Avec mes parents, et moi ça me va aussi très bien, c'est vraiment on est dans le faire. Cette idée de performance, moi qui me va très bien, c'est on fait, on vit l'instant, et voilà. Et ça reste. Enfin, il y a l'image qui reste, mais c'est aussi ce qu'on a traversé à l'instant T qui fait qu'après il y a des choses qui bougent. Et on fait bouger les lignes comme ça. Entre nous, on est plutôt des taiseux. Euh, donc on va pas forcément se dire les choses, mais je sais qu'il y a de la fierté, qui sont très contents pour moi. Euh, Content et contente que je réussisse, que je puisse être artiste, que j'expose, etc. Mais il n'y a pas que ça, enfin, il y a aussi vraiment. Enfin, c'est pas anodin de travailler avec ses parents et sa sœur. Et c'est aussi, je pense, l'inquiétude qu'ils avaient, qui était totalement fondée, puisque c'est aussi ce que je leur ai rendu. C'était que, ok, je voulais aller en études d'art. Bon, ils savaient très tôt que j'allais pas reprendre la ferme. Euh, Enfin, tout, on va dire que je cochais un peu toutes les cases pour être le déviant. Enfin, en tout cas, ça déviait de tous les côtés, donc le pas de côté total. Et forcément, je pense qu'ils se sont dit, et c'est aussi ce que je leur ai, comme je disais, tendu, c'était vraiment aussi ce rejet. Parce que j'ai l'impression de ne pas être à ma place et d'être rejeté. En fait, moi aussi, je rejetais cet environnement-là, eux, etc. Vivre en milieu rural, ça peut être très compliqué en fonction d'où on est, de qui on est, de quel âge on a, euh, et quand ça se passe.
puisque forcément moi mon vécu va pas être le même qu'un ou une jeune actuellement, et qu'une personne plus âgée que moi. Mais en fait, une des problématiques, je pense, en tout cas pour moi ça a été ça, c'est que plus jeune déjà, en fait je ne connaissais même pas l'homosexualité. Je suis incapable de... Enfin voilà, pour moi ça n'existait pas. Donc forcément, quand on commence à se faire insulter de PD, enfin on comprend vite que c'est pas bien, mais c'est surtout qu'à aucun moment, moi je me questionnais là-dessus. Enfin, c'est l'arrivée au collège, clairement moi je n'y étais pas du tout. Mais bon, les gens doivent mieux savoir que toi avant, je ne sais pas. Mais voilà, donc il y a déjà le manque de visibilité, de savoir que potentiellement ça existe, que c'est tout à fait normal. Et en plus de ça, c'est que on est potentiellement en construction et qu'il y a le regard des autres. Et il y a soit la méconnaissance, soit la non-considération. Et pire, il y a la haine et tout ce que ça peut engendrer. Donc forcément, ça peut rendre les choses très difficiles. Et parce que voilà, il n'y a pas forcément de communauté, pas forcément de lieu pour se rassembler. Et puis, c'est pas simple de mettre des mots ou de savoir, enfin voilà. Donc, c'est possible, heureusement. J'ai l'impression que ça pourrait tendre à se simplifier grâce probablement aux réseaux sociaux, qui fait que, ok, on est peut-être dans un lieu en particulier qui pourrait être considéré comme coupé du monde, mais en fait, on peut voir qu'ailleurs, il y a d'autres personnes qui traversent les mêmes choses. Donc, c'est pas forcément simple, et en même temps, il y a aussi plein de possibles, et c'est là toute l'ambivalence, et c'est aussi tout ce qui moi m'intéresse dans mon travail, c'est que c'est jamais tout blanc, tout noir. Ok, le monde rural peut être caractérisé ou qualifié comme étant homophobe, raciste et tout ce qu'on veut. Et en même temps, c'est aussi des espaces où il peut ne pas y avoir du tout de problème et que ça peut ne pas du tout être questionné et questionnable. Donc voilà, c'est toute l'ambivalence qui est en fait intéressante parce que selon moi, elle a lieu dans tous les espaces et tous les milieux sociaux, sauf qu'on va moins le montrer ou on va considérer que nous on sait, parce qu'on sait, on va pas se comporter comme ça, mais en fait, si notre enfant nous annonce qu'il est trans, qu'il est ou qu'elle est homo ou se mettre en couple avec une personne racisée, ça va faire scandale. Ou même sans ça, juste de pas du même rang social. Sauf que voilà, c'est les mêmes enjeux de pouvoir qui sont en place. Mais c'est toujours plus simple de dire que chez les autres, ils savent pas. Et puis voilà, chez les pecnos, voilà, c'est des arriérés. Mais en fait, et c'est ça que aussi dans mon travail, il y a tout ce questionnement du regard. Mais c'est aussi pour tendre le miroir et dire de votre côté, c'est comment. Et parce que ça peut être facile de dire, voilà, milieu rural, c'est ça. Parce que oui, c'est une réalité. Mais sauf que quand on voit mon travail, eh ben on peut pas, enfin en tout cas on peut plus dire que c'est pas possible, que c'est forcément fermé d'esprit, puisqu'en fait il y a plein de possibles et que peut-être les lignes bougent plus vite ou peuvent bouger plus vite qu'ailleurs. Le milieu rural aussi subit de la stigmatisation et c'est ça que moi je viens aussi en tout cas mettre en lumière, c'est que en venant un peu titiller les codes, ça vient un peu gratter le vernis. Et après, c'est aux gens, en fait, de faire le boulot. Avec le recul, je me dis que ce soit l'art, que ce soit mon orientation sexuelle, mes choix de vie ou autre chose,
toutes ces choses qui avant, pour moi, je les percevais comme étant les causes la cause d'un départ, ou en tout cas de ne pas être à ma place ou de ne pas correspondre à. Je me dis que eux de leur côté, ils ont eu la même sensation, et maintenant toutes ces choses-là font que c'est ça qui nous relie et qui font que les relations perdurent, se sont transformées, et de chaque côté. Par l'art, c'est aussi comment l'art peut transformer la vie, modifier l'art que l'on fait. Et c'est ça que moi je trouve beau là-dedans en étant artiste, c'est que ok, on peut moduler ou en tout cas faire bouger les lignes. Ça peut prendre du temps, ça prend du temps, mais en tout cas c'est possible et ça laisse plein d'ouverture et plein d'espoir par rapport à tout ça. Donc en soi, voilà, je pense qu'il y a de la fierté de leur part, tout comme moi aussi je suis hyper fier qu'ils participent toujours à mon travail. Et que même s'ils n'ont pas le même goût à participer aux mises en scène, etc., mes parents et ma sœur le font. Et je pense quand même s'amusent là-dedans, puisque clairement ils n'ont pas le couteau sous la gorge pour le faire. Pour moi, l'art influe déjà sur la vie de l'artiste et potentiellement sur la vie de son entourage et sur les gens qui peuvent découvrir son art. Et il y a aussi l'inverse, c'est comment la vie, nos choix de vie font bouger nos lignes artistiques. Enfin oui, l'art a fait là où j'en suis aujourd'hui, mais pas que en tant qu'artiste, loin de là, c'est en tant que personne. C'est ça qui a fait... ça qui m'a permis les pas de côté, qui m'a permis de déconstruire, de questionner, en tout cas d'avoir une ou d'autres vies. Et de pouvoir aussi créer des espaces de liberté et d'amusement, comme quand on est gosse et qu'on a une chambre ou une pelouse, on a cet espace, le jardin, la chambre, donc il y a des murs, mais là-dedans, ça devient, dans cet espace-là, c'est quand même le départ de potentiellement tout un imaginaire et on peut aller très très loin alors qu'on n'a pas bougé, quoi. Et pour moi, l'art, c'est aussi ça, c'est ok, là où je suis actuellement, qu'est-ce que je fais pour partir très loin et en même temps faire partir potentiellement les gens avec soi, quoi. Nous sommes à la frontière. Nous sommes frontières. À chaque passage, on dit qu'il y a un monstre. Je suis ce monstre. Pardon. Nous sommes ces monstres. Et nous voilà face à vous, fiers.